mesdames et messieurs les élus, à vous tous les membres de la famille Lafont au sens large, chers amis de François Lafont. Laissez-moi tout d'abord remercier la mairie de Toulouse, en la personne de M. Jean-Luc Gaudin, de l'honneur qui est fait à la mémoire de M. François Lafont, qui a été pendant près de 30 ans aux manettes de la grande maison de la mairie de Toulouse. Voilà presque 9 années qu'il nous a quittés. Mais ceux qui l'ont connu et aimé sont aujourd'hui très heureux et très émus et très nombreux aussi d'être rassemblés en son honneur à cette occasion. Monsieur François Lafont est né le 12 mars 1920. C'est pas par hasard qu'on a choisi cette date. Et il aurait dû aujourd'hui 98 ans. Il était fils du sabotier de la Roquedolme. Et c'était là son grand honneur. Il était descendant d'une famille d'artisans et d'agriculteurs attachés aux pentes du château de Montségur, comme vous l'avez rappelé, monsieur Trottmann, dont la photo immense trônait dans son bureau au Capitole. Notre père, qu'on surnommait l'homme à la pipe, n'était pas bien grand par la taille, c'était quand même un grand bonhomme. Pour nous, c'était un géant. Après de belles études, ce qu'on appelait alors les humanités, au lycée de Foix, puis à la faculté de droit public de Toulouse, il entre dans la vie active dans la terrible année 1940. Il est nommé chef de bureau à la préfecture de Cahors, très très loin de Liège. Ils se sont nourris avec des tickets de rationnement, mais ma sœur est née en 1941. Elle est quand même encore là, elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Donc les tickets de rationnement, ça permettait quand même de survivre à ce moment-là. Puis heureusement, il revient vers Foix en 1943, où mon frère vient au monde également. Et enfin, il est nommé à Toulouse, toujours à la préfectorale. Il était dans la préfectorale. Il travaillait aux côtés d'un célèbre préfet de l'époque qui s'appelait M. Pelletier. Et on le nomme à la direction du bureau d'expansion économique de la future région. La région n'existait pas. M. Pelletier était ce qu'on appelait un IGAM. Et donc, il y a un bureau pour essayer de développer économiquement la future région. Et c'est un grand chantier en 1956-1957, où nous sommes encore 10 ans après la fin de la guerre. C'est vraiment les débuts des balbutiements. En 1958, il se trouve que le préfet Pelletier est nommé ministre de l'Intérieur par le général de Gaulle, qui vient de prendre le pouvoir. Donc, le préfet Pelletier monte à Paris. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un nouveau maire à la mairie de Toulouse. Après le maire Badiou, il y a Louis Bazerque qui est élu. Et paraît-il qu'il y avait à ce moment-là une certaine panique qui régnait à la mairie de Toulouse. Et Louis Bazerque demande à son ami, l'ancien préfet Pelletier, devenu ministre de l'Intérieur, un coup de main pour remettre un peu d'ordre dans les écuries de chasse. En tout cas, c'est comme ça que mon père les dénommait à l'époque. Et donc, mon père, qui était donc tout tracé pour devenir sous-préfet, puis préfet, enfin, il était dans la préfectorat, il dit à Pelletier, il ne peut pas refuser, il lui dit « Je veux bien quelques semaines aller à la mairie de Toulouse, mais pas plus ». Nous sommes en 58, il est resté 28 ans. François Lafont, à ce moment-là, est tombé littéralement amoureux de Toulouse. Sans faire offense à la mémoire de maman, de Marthe, son épouse, qui l'a si bien accompagnée pendant toutes ces années, mais cette passion, comme vous l'avez dit, M. Trottmann, l'a véritablement habité. Même en ces derniers temps, quand il se promenait au bras de maman dans les rues de Toulouse, il nous disait son amour, sa fierté pour sa ville, en rappelant telle ou telle réalisation, Rangueil, les rocades, le métro, bien sûr le métro, qui a fait passer en 30 ans Toulouse d'une grosse bourgade agricole à une métropole européenne, bientôt la 3e ville de France. Ce travail opiniâtre qui le faisait arriver le premier au Capitole et le dernier à le quitter, son successeur faisait de même, ne l'a jamais vraiment totalement éloigné de sa famille et de son Ariège natal. Vous savez qu'il y revenait, bien sûr, chaque fois que cela était possible. Mais François Lafont faisait aussi partie des pionniers qui ont fait Toulouse, avec les maires successifs qu'il a servis, Louis Bazerque, et puis, bien entendu, Pierre et Dominique Baudis. Quand il est arrivé en 58, ils ont très vite sympathisé. Je suis né en 59, Louis Bazerque était mon parrain. Mais il fallait tout faire en 58. Il fallait commencer par faire le tout à l'égout. Toulouse n'avait pas d'égout. Le quartier Saint-Georges était un scandale pour l'humanité. Je crois qu'il y avait une toilette pour 5 habitations. Donc il a fallu, en urgence, remettre Toulouse à niveau. Et puis il a fallu accueillir en 62 les rapatriés d'Algérie. Des milliers de personnes sont arrivées. Il a fallu construire le grand immeuble qui est devant vous, là. Et puis bien sûr, on a pensé à faire une ville nouvelle. On l'avait confié à Candelis, un architecte très connu, et les architectes du monde entier sont venus au chevet du Mirail, qui était à l'époque symbole de modernité, qui était à l'avant-garde de l'urbanisme, qui a le sort qu'elle a aujourd'hui, mais à cette époque-là, en se replaçant à ce moment-là, c'était effectivement un travail de pionnier. Mais mon père a toujours voulu
continuer son travail de départ, c'est-à-dire l'expansion économique à tout prix. Il se sentait aussi profondément occitan, vous le savez tous. Et je vous remercie, M. Trottmann, de cette Bible en occitan. Et cette langue occitane, elle chantait dans son accent. Il n'avait de cesse de regretter, quand il parlait de Toulouse, que toutes les forces vives de notre région s'échappaient pour rejoindre rapidement les brumes du Nord, notamment quand on a découvert le gisement du gaz de Lac, où la première chose qu'a fait l'État, c'est de construire un gazoduc pour envoyer le gaz vers la région parisienne. Mais à Toulouse, il n'y avait pas d'industrie lourde. Alors, qu'est-ce qui fait la richesse d'un territoire quand on n'a pas d'industrie lourde? Et il a eu cette intuition que vous avez rappelée, l'intuition que quand on n'a pas d'usine, on ne peut pas envoyer le GAFET à l'usine à 14 ans, à 15 ans ou à 16 ans, comme on faisait dans le Nord. Et bien quand il n'y a pas d'usine, la seule issue, le seul espoir, c'est de l'envoyer à l'école, de poursuivre des études et d'essayer d'avoir de la matière grise. Et Toulouse est devenue comme ça, un creuset de matière grise. Il fallait faire fructifier ce creuset, il fallait lui donner une porte de sortie. Et c'est donc dans les années 60, tous les grands chantiers de décentralisation, alors aidés bien sûr en cela par la DATAR, par tout ce qu'ils avaient réalisé à ce moment-là, qu'on a pu décentraliser Supaéro, la météo, l'ENAC, Coquinsa, etc. Et surtout le complexe scientifique de Rangueil, qui était une grande fierté pour M. Lafont. Et ça a permis l'implantation de grandes entreprises comme Motorola, le développement de l'aérospatial, la naissance d'Airbus. J'ai deux anecdotes pour vous faire comprendre comment ces pionniers agissaient à ce moment-là. Et ça a été relaté par Fernand Cousteau dans le livre sur Toulouse. Une première anecdote qui concerne l'aérospatial. On disait à l'époque Sud Aviation. En ce moment-là, dans les années 60, on commence à construire la Caravelle, on se pose la question du Concorde, on évoque peut-être une possibilité de coopération européenne, le Concorde s'est fait avec les Anglais, et donc on se dit, est-ce qu'il est bien intelligent de faire tous ces avions à Toulouse, alors qu'on va faire venir des pièces par bateau, alors que Marseille, quand même, est un port important sur la Méditerranée, avec des hommes politiques puissants, et Bordeaux, avec Chaban-Delmas, qui est aussi bien placé pour... et là aussi, il y avait des usines de Sud Aviation. 3 usines, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Qui va l'emporter? Réunion à Paris. Et à ce moment-là, effectivement, chez le préfet Pelletier, qui était devenu ministre de l'Intérieur, mon père m'a raconté qu'il avait pris la parole avec le maire de l'époque, et que ce qui a emporté la décision, eh bien, c'est l'histoire et la culture. C'est-à-dire qu'il a dit, vous ne pouvez pas faire une offense à Mermoz, à Saint-Exupéry, à l'aéropostale. Vous ne pouvez pas. Toulouse doit continuer à construire des avions. Et malgré toutes les difficultés techniques qu'il y avait en cela, on a décidé que Sud Aviation deviendrait aérospatiale, et on a décidé par la suite qu'Airbus allait exister. Imaginez Toulouse sans Airbus, Toulouse sans métro, mais Toulouse sans Airbus. Donc la décision s'est prise, vous voyez, sur des jeux de dés, vraiment sur des choses tout à fait ténues. Une autre anecdote qui me fait sourire, c'est pour Motorola. Motorola, c'était la grande arrivée des Américains dans les années 60. Et quand les Américains ont fait ce projet, on leur a dit, bien entendu, depuis Toulouse, aucun problème, la zone industrielle était prête, tout était prêt à accueillir les Américains, c'était des champs de blé, bien entendu. Et là, les Américains arrivent par surprise en disant, la semaine prochaine, on vient à Toulouse visiter la zone. Alors, problème, donc réunion au Capitole, que fait-on? Et donc, ils ont fait passer des bulldozers dans les champs de blé. Ils ont posé des plaques d'égout sur la terre, ils ont planté des réverbères dans la terre, et ils ont fait visiter aux Américains en hélicoptère une zone industrielle parfaitement prête à accueillir Motorola. Magnifique, c'était des pionniers. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était Toulouse, vous l'avez bien dit, qui décidait, Toulouse seul. Et Toulouse qui pouvait avoir ce genre de challenge fait par des pionniers pour une ville qui était en devenir. Enfin, monsieur le maire, vous avez souhaité avec vos collègues donner à cet endroit le nom de François Lafont. C'est un honneur qui est fait à quelqu'un qui n'a jamais recherché les honneurs. Il a même, vous le savez peut-être, décliné la Légion d'honneur. Il avait été proposé par Dominique Baudis. Mais je vois dans ce choix un triple symbole. Tout d'abord, je ne sais pas si vous le savez, mais cette maison, et plus précisément la salle dans laquelle nous sommes, c'était un lieu de réjouissance à la fin du 19e siècle. Alors on appelait ça le parc Marengo, créé à la fin du 19e, où les Toulousains, qui étaient, alors ici nous étions à la campagne, il y avait une école de vétérinaire qui barrait l'accès à la ville, et les gens venaient à Marengo, en calèche, en fiacre, pour venir prendre l'air. Il y avait un restaurant, il y avait dans ce parc, et qui allait jusqu'à la colonne, des activités diverses et variées. Il y avait, paraît-il, des cabanes dans les arbres avec des échelles de corde, il y avait des petits trains avec des wagonnets qui circulaient, on remontait les petits wagonnets avec des ânes, enfin c'était très, très bucolique. Et puis, il se trouve que le propriétaire de cette maison s'appelait Monsieur de l'Espinasse. Et ce Monsieur de l'Espinasse était un libéral anti-bonapartiste.
Et malheureusement pour lui, en 1860, je ne sais pas combien, Napoléon III vient pour inaugurer le monument qui est derrière nous, la colonne, qui est le monument qui symbolise, donc qui rappelle, qui commémore la bataille du 10 avril 1814 qui avait été menée par les armées de son tonton, Napoléon Ier. Bataille, entre guillemets, qui a fait plusieurs milliers de morts, 2 jours après l'abdication de Napoléon Ier à Fontainebleau, ce qui fait qu'on s'est entretué à Toulouse pour rien, puisque la guerre était finie, mais on ne le savait pas. Donc, quoi qu'il en soit, Napoléon III vient pour inaugurer la colonne, et M. de Lespinasse fait barrer les accès au convoi impérial. Donc, Napoléon III est obligé de passer par Balma pour venir inaugurer la colonne. Il était relativement mécontent. Et donc, rentrant à Paris, il fait fermer le lieu de réjouissance qui devient donc clandestin. Et au fin 19e, début 20e, quand un lieu est clandestin, ça peut très vite devenir une maison de tolérance. Donc c'est bien ce que c'est devenu certainement. Ici c'était une salle de bal, d'après ce qu'on nous racontait à ce moment-là. Et il y avait des escaliers qui étaient des escaliers cachés qui amenaient directement, soi-disant, rappelons-nous, dans les chambres. Donc tout ça pour dire que peut-être ce n'était pas étranger au joyeux bordel que mon père a découvert en arrivant à la mairie. À cette époque-là, bien sûr. Deuxième symbole, et c'est important, c'est ici que mes parents ont vécu pendant plus de 30 ans, c'est ici que je suis né. J'ai passé ici mon enfance, et c'est ici que j'ai attrapé moi aussi l'amour de notre ville et de notre Occitanie. Ces lieux ont été un lieu de vie pour ma famille et nos parents, et ont été profondément heureux. Nous voulions vous remercier, ma soeur et mon frère, pour ce choix. Enfin, cet endroit est un lieu à présent de réunion. Cela va très bien à celui qui n'a eu de cesse de mettre des gens ensemble, dans un même esprit d'équipe, pour faire de Toulouse ce qu'elle est devenue. Notre père avait le sens de la réunion et du travail en commun. Il savait comment mettre en harmonie la machine municipale, qui était riche alors de plus de 10 000 employés, parce qu'il y en a moins, je crois, aujourd'hui, du fait de la métropole, mais à l'époque, il y avait 10 000 employés à la mairie de Toulouse. Mais tellement complexe, des gens tellement différents, avec tellement de contradictions, qu'il fallait pourtant essayer de tout concilier. Je suis moi aussi très ému de voir le nombre d'élus qui sont aujourd'hui réunis autour de sa mémoire et de directeurs de services qui sont ici présents. Vous avez tous connu ces moments où effectivement il fallait tout concilier pour faire avancer la machine. Les syndicats, les opposants de l'époque, lui ont toujours montré beaucoup de respect, comme il respectait aussi lui-même toutes les sensibilités. François Lafont était avant tout un humaniste. Il aimait les gens, ce qui n'excluait pas une grande rigueur. On peut dire avec fierté que François Lafont n'a jamais eu d'ennemi. Ce lieu, enfin, sera aussi un lieu de fête. On viendra y saluer la nouvelle année ou s'assembler autour d'un baptême ou d'un mariage. Quel meilleur symbole à l'image d'une vie pétrie d'amour pour son épouse Marthe, sa famille, pleine d'amitié fidèle, du travail acharné, mais aussi de joie de vivre. Une vie de labeur et de bonheur au service de la ville de Toulouse. La mémoire de François Lafont restera toujours attachée à ces lieux. Au nom de toute ta famille, soyez-en profondément remerciés.